Ah, Paris, ville lumière, plus belle ville du monde. En tout cas la plus visitée, ça c'est sûr. Elle fascine par son architecture et ses monuments, tous plus incroyables les uns que les autres. Mais partout où on regarde, ils sont là. Eux, ce sont les immeubles haussmanniens. Ils sont partout tout autour de la capitale. Indissociables des monuments, ils jonchent chacun d'eux. Ils font partie intégrante de l'identité de la ville parisienne. Avec un style si particulier, on les retrouve presque partout. Ces immeubles, d'après l'histoire incroyable qu'on nous raconte, ont quasiment tous été construits entre 1850 et 1880. Ils se ressemblent tous, mais ont chacun des différences. On n'imagine pas Paris sans eux, et ils portent le nom de la personne qui, d'après ce qu'on nous dit, serait à l'initiative de leur édification, le baron Haussmann. Mais avant leur construction, que nous dit la narration officielle sur la capitale avant l'arrivée de ces immeubles d'exception? Une ville délabrée et insalubre, mais une ville qui va bientôt connaître une révolution architecturale sans précédent grâce à Napoléon III et son préfet, le baron Haussmann. C'est lui qui demande aux photographes de l'époque d'immortaliser tout ce qui sera bientôt détruit. Charles Marleville est l'un d'entre eux. Il a fait à peu près 400 photos du vieux Paris sur 5 ou 6 ans. Donc voici Napoléon III, l'homme qui a supposément ordonné la construction du nouveau Paris. Cet homme respire la confiance et l'honnêteté. Et voici le baron Haussmann dans les années 1850. Mais avant de nous pencher sur les soi-disant chantiers colossaux de ces deux hommes, revenons un peu en arrière avec le photographe Charles Marleville. Et voici sa page Wikipédia officielle. On nous dit qu'en 1862, il est le photographe de la ville de Paris et qu'en 1865, il publie l'album du Vieux Paris. Cet album rassemble des vues des vieilles rues de Paris avant leur destruction. Et encore une fois, on nous dit qu'elle témoigne de l'insalubrité de la capitale. Comme on l'a vu dans la vidéo précédente, on essaye de nous vendre une idée comme quoi Paris était totalement insalubre avant les grands travaux de rénovation de 1850 à 1870. Et qu'en est-il alors de ces photos du Vieux Paris? Celle-ci, 1850, qu'est-ce qu'on voit? Des charrettes, des bâtiments massifs déjà. Celle-ci de l'album de Charles Marleville, on y voit un chantier avec des gravats. Et déjà, ces bâtiments coupés en deux, avec des bandes noires, mais on y reviendra un peu plus tard. Des photos belles mais plutôt quelconques où il ne se passe pas grand-chose. Celle-ci que j'ai trouvée intéressante. Derrière, une grande église, avec un bâtiment devant massif en pierre, et en bas, un peu primitif, à charrette, qui colle des affiches à même ce mur. Un Paris calme et plutôt désertique, avec des trottoirs propres, des égouts déjà présents, d'imposants bâtiments avec des grosses pierres, toujours des charrettes et des chevaux, et des lampadaires vides. Cette photo très belle, en noir et blanc, un bâtiment immense, avec des toitures gigantesques, toujours des charrettes, des trottoirs propres, des bouches d'égout, et on y reviendra, ça a son importance, des lampadaires vides. Celle-ci également. Nos lampadaires sont toujours vides. On peut voir une rue calme, relativement propre. Aussi, à l'époque, même les poteaux pour tenir les luminaires étaient travaillés. Je me pose vraiment la question de comment ça pouvait servir, à une telle hauteur. Je me suis jamais vraiment renseigné sur les luminaires, mais comment faisait-il pour les allumer? Cette photo de 1857, on y voit Notre-Dame. En bas, des blocs de pierre amassés. Cette photo de la même année, un bâtiment complètement fini ici, et des échafaudages en bois. Et celle-ci, avec l'architecture exceptionnelle de Paris et les rues calmes. Celle-ci que j'ai trouvée assez parlante, de 1853, avec cette tour immense, mais surtout les échafaudages. Regardez la qualité des échafaudages. Celle-ci, le Paris presque désert, on voit quelques personnes ici, mais sinon très peu de choses aux alentours. Et cette photo de l'album du Vieux Paris, je l'ai trouvée assez intéressante. Des égouts déjà présents, des trottoirs propres. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est la qualité de la barrière ici. Regardez. Quel travail primaire. Mais ce qui m'a intrigué, c'est le bâtiment derrière. Ce type d'architecture est censé avoir seulement quelques années. Pourtant, regardons la façade. Elle commence à s'effriter. Les fenêtres sont brisées en 1000 morceaux. La toiture est en très mauvais état. Comment expliquer un tel détériorement? Et cette dernière qui m'a grandement intrigué, prise en 1871 d'après ce qu'on nous dit. Mais regardez l'état de bâtiment. Ceci est la gare Montparnasse. Cette aile a été ouverte en 1859 et nous sommes en 1871. Qu'est-ce qui s'est passé? La façade est en train de tomber, les fenêtres sont cassées. Sommes-nous sûrs de la chronologie officielle? De retour sur Wikipédia avec cette dernière photo, 1871. Point d'interrogation, tu m'étonnes.
Je suis sûr que je suis pas le seul à m'être questionné sur cette photo. Vous vous rappelez ce qu'on nous avait annoncé dans la vidéo et sur la fiche Wikipédia de ces photos qui témoignent de l'insalubrité de la ville avant les travaux d'Haussmann? C'est très peu concluant. Mais surtout, moi qui cherchais des éléments qui pouvaient montrer le vieux Paris, le Paris d'avant la transformation d'Haussmann, le Paris soi-disant médiéval, rien de spécial. Étonnant aussi pour le photographe du vieux Paris d'avoir une si petite page Wikipédia. Je pensais que je serais frappé par les différences entre l'avant et après travaux d'Haussmann. Mais rien de bien notable pour l'instant. Il va falloir s'en contenter. La page officielle des transformations de Paris. Comme on l'a vu dans la vidéo, ils sont censés débuter en 1853. Et voici la partie du déroulement des opérations. C'est parti pour ce soi-disant chantier où on détruit 20 000 maisons pour en construire plus de 40 000 entre 1852 et 1870. Dès 1853, ils lancent le chantier. Il va durer 17 ans. Ils ont abattu 20 000 immeubles insalubres, ils en ont recréé 30 000. Ils ont créé 300 km de voirie. Première incohérence, on passe de 40 000 immeubles sur Wikipédia à 30 000 dans cette vidéo. Mais vous allez voir que c'est que le début. Ensuite, il nous dit qu'ils ont fait 300 km de voirie. Mais ce qui est le plus criant, c'est la phrase qu'il va dire par la suite. C'est un travail colossal. Quand on voit avec quoi ils ont travaillé, c'était avec des pioches, des pelles, et rien, il n'y avait rien, quoi. Et oui, effectivement, monsieur l'historien, l'auteur de Paris photographié au temps d'Haussmann, vous mettez le doigt sur ce qui pose problème dans toute cette histoire. Tout a été construit sans électricité, sans machine. Il n'avait rien. Peut-être que malgré lui, il est en train de révéler une réalité qui pose beaucoup de problèmes. Mais vous trouvez que 300 km de voirie et 30 ou 40 000 immeubles, c'est quelque chose d'impressionnant? Attendez, on ne fait que commencer. Des îlots entiers sont rayés de la carte pour faire place à une série de bâtiments administratifs ou publics. Tribunal de commerce, palais de justice ou encore caserne, qui est aujourd'hui la préfecture de police de Paris. L'Hôtel-Dieu, devenu trop exigu, est reconstruit plus au nord. Quant à la cathédrale Notre-Dame, un nouvel axe la relie aux deux rives. Les immeubles qui l'entouraient ont été démolis et l'architecte Eugène Viollet-le-Duc travaille à sa restauration. Maintenant, regardez ce plan édité en 1864. Une grande partie des percées d'Haussmann y figure déjà, ainsi que plusieurs nouveaux monuments ou équipements publics. C'est le cas des nouvelles halles centrales, construites par l'architecte Victor Baltard. Ces 10 pavillons de fonte, de zinc et de verre serviront de modèle à de nombreux architectes du XXe siècle. Mais oui, bien sûr, ça c'est toute la générosité des habitants de 1800. Ils sont à dos de cheval avec des charrettes, mais non, l'hôpital est trop petit, pourquoi pas en construire un plus grand? Pourquoi pas faire des voies immenses de dizaines de mètres de large? Pourquoi pas un nouveau palais de justice? Pourquoi pas un nouveau tribunal de commerce? Et si vous êtes de Paris et que vous avez jamais entendu parler de ces pavillons qui font la taille de blocs d'immeubles, c'est parce qu'on les a détruits quelques années après, parce que sûrement on n'en avait plus l'utilité. Tiens, et si on allait rénover Notre-Dame? Et allons, faisons aussi des halles gigantesques. Imaginez les grues dont on aurait besoin pour pouvoir monter à cette hauteur, des poutres de métal afin de parfaitement les embriquer. Toujours pas impressionné? Attendez, il y a encore mieux. Construit à partir de 1853 à l'initiative du baron Haussmann, les égouts de Paris s'étendent sous les pieds des citadins sur 2400 km de long. Attends, pardon, quoi? 2400 km d'égouts. 2400 km. Pour vous donner un ordre de grandeur, Marseille-Lille, c'est environ 1000 km. Donc on est en train de nous dire qu'avec des pelles et des pioches, en 1850, ils ont creusé à plusieurs mètres de profondeur 2400 km d'égouts modernes. Ça commence vraiment à tourner au ridicule cette histoire. Mais bon, allons-y, regardons à quoi ressemblent ces égouts. On a eu recours à un tunnelier. Donc un tunnelier, c'est un objet qui fait à peu près 80 mètres de long, qui pèse 1300 tonnes, avec une roue de coupe de 130 tonnes. Un travail de fourmi dans des conditions extrêmes. Quand il est en fonctionnement, il fait un bruit assez infernal, et puis il fait aussi une température assez exceptionnelle, puisqu'il fait régulièrement de l'ordre de 35 degrés, voire 40 degrés. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regardez la taille des égouts. Regardez le travail que ça a demandé. Imaginez la quantité d'hommes nécessaires pour enlever toute la terre, consolider le sol et creuser 2300 km d'égouts. Ils ont toujours compté sur notre crédulité et sur le fait qu'on ne se poserait pas de questions sur comment cela a été fait. Combien de centaines d'ingénieurs cela a nécessité?
D'où vient le savoir-faire? Comment ont-ils fait pour gérer l'oxygène? Y a-t-il eu des éboulements? Comment sont-ils parvenus à cet exploit alors qu'ils sont quasiment précurseurs dans le domaine? Pourquoi se lancer dans 2400 km? Pourquoi les faire aussi grands? Comment penser à acheminer autant de câbles? Ce ne sont pas simplement des égouts, mais une galerie technique qui rassemble tout un tas de matériaux. Regardez la seule preuve dont on dispose. C'est un dessin. Regardez avec quoi ils éclairaient les tunnels. Des torches. Regardez la taille du tunnel. C'est pas un simple trou. Tout a été consolidé par des pierres et des blocs. Pensez-vous vraiment que cela est possible? Enfin bon, retournons en surface pour une dernière vidéo avant de voir les millions de photos qui doivent exister de ce gigantesque chantier. Ce sont des travaux colossaux. Des travaux colossaux. Il faut vous imaginer que ça va mobiliser à peu près 80 000 ouvriers, des dizaines de milliers d'artisans également, des sculpteurs, des ferronniers. Tout ça va évidemment laisser une ville sans dessus-dessous. Une ville sans dessus-dessous, hein. 80 000 ouvriers, des dizaines de milliers d'artisans. Effectivement, ça doit laisser des traces. Mémorisez bien ce dessin, parce que les photos qui vont suivre n'ont rien à voir avec ce qui nous est montré ici. Et c'est parti. Je tiens à préciser avant que les clichés que je vais vous présenter sont tirés de recherches internet classiques ou sur des sites spécialisés. Faites vous-même des recherches de votre côté, vous trouverez la même chose que moi. Oui, je sais, cette première photo n'a rien d'une photo de construction. Mais il va falloir s'y habituer, c'est comme ça sur presque toutes les photos. Mais allons-y quand même. La première, l'une des plus connues, qui soit associée aux travaux haussmanniens. On voit ici des maisons quelconques, mal bâties, qui correspondent plus à ce qu'on peut attendre d'hommes équipés de pelles et de pioches. Celle-ci très connue également. On y voit des hommes avec des charrettes, comme d'habitude, des blocs de pierre. À l'arrière déjà, des bâtiments coupés en deux. Ces bandes noires le long des bâtiments détruits. Tout à droite de l'image, on peut apercevoir ces hommes avec des chapeaux de haute forme. Dans le monde de la recherche historique alternative, on les appelle les contrôleurs, et on les retrouve sur de nombreuses photos. Celle-ci qu'on a pu voir dans l'une des vidéos. Encore ces bandes noires sur les bâtiments en cours de destruction. Au premier plan, toujours des charrettes, des chevaux, des cabanes en bois primitives. Et quel contraste avec ce trottoir parfaitement dessiné, ces bouches d'égout déjà présentes et ces plaques en métal autour des arbres. En arrière-plan, tous ces hommes qui semblent être en train de poser pour la photo. Que veut-on nous faire croire? Que ces gens détruisaient les immeubles à coups de massue? Combien d'années cela prendrait-il pour détruire chacun de ces dizaines de milliers d'immeubles alors qu'ils ne disposaient d'aucune technologie particulière? Et ensuite, comment acheminer les débris? À dos de cheval? Est-ce qu'on se rend compte du nombre d'années que cela demanderait? Et on parle seulement de destruction, absolument pas encore de construction. On enchaîne avec une autre photo de la soi-disant construction du Nouveau Paris. Toujours des blocs et des chevaux. Cette photo que j'ai trouvée sur un site spécialisé avec la mention « Comment Haussmann a transformé Paris ». Mais qu'est-ce qu'on voit? Des gravats et des bâtiments parfaitement construits derrière. Celle-ci, avec quelques hommes en bas de gravats en petits morceaux devant. Et à nouveau, ces bandes noires le long des bâtiments. Celle-ci que j'ai trouvée intéressante. On se demande ce que c'est. Est-ce que le bâtiment est en cours de destruction? C'est questionnant. Celle-ci qu'on nous a présentée dans l'une des vidéos comme la preuve de l'insalubrité de Paris. Mais qu'est-ce qu'on voit? Des tas de bois, des planches, et toujours ces bandes noires qui semblent dégoulinées sur les bâtiments à moitié coupés. Et ces gravats en tout petits morceaux. Qu'est-ce qui a causé ça? Sans aucune machine, pourquoi faire des petits morceaux? Et nos amis les contrôleurs? Jamais loin. Une nouvelle photo, soi-disant de construction. Un terrain vague. Une autre de la soi-disant construction. Le contrôleur. Et encore, ces bandes noires. C'est réellement un appel à témoins que je fais. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce qui peut causer ces bandes noires sur les bâtiments en cours de destruction? Une nouvelle photo qui est censée être construction. À part des bâtiments à moitié éventrés, on voit rien de spécial. Cette photo qui m'a marqué durant mes recherches. Mettez de côté une seconde qu'on nous dit que ceci est les travaux haussmanniens. Cela ressemble plus à une ville après un bombardement ou un cataclysme. Voilà à quoi ça ressemble. Encore une photo de construction. Encore une avec au premier plan des gens qui sont en train de détruire un mur et derrière des immeubles parfaitement construits déjà. Cette photo connue, je sais pas vraiment pourquoi, on y voit un terrain vague et ces immeubles comme éventrés les uns des autres. Et derrière, les immeubles haussmanniens bien en place et terminés. Une nouvelle photo que l'on trouve avec le titre de construction. Quelle construction? On dirait plus la photo d'une ville suite à un raz-de-marée, après que l'eau se soit retirée. Rappelez-vous ce qu'on nous a vendu. Une ville en pleine ébullition, 80 000 ouvriers, des dizaines de milliers d'artisans. Où sont-ils?
Ces photos sont plutôt le témoin d'une ville qui a subi un cataclysme, une ville en ruine dans laquelle il faut maintenant évacuer tous les gravats. Si vous faites vos propres recherches, vous verrez que cette photo est très importante. Elle vient illustrer une partie majeure des soi-disant travaux haussmanniens. Ceci, c'est la percée de l'avenue de l'Opéra, derrière l'Opéra Garnier. Construit dans les années 1850, on nous fait croire qu'on a d'abord construit cet opéra et qu'ensuite, on a détruit tous les immeubles autour pour aménager les alentours. Regardez cet opéra. Une merveille. Prendrait-il le risque d'abîmer ou de salir cette beauté architecturale? Regardez l'intérieur. Quel travail, quelle finesse, alors que le tout Paris est en plein chantier. Je pose la question, comment ont-ils réalisé ces colonnes de marbre massives, ces ornements détaillés? Quels outils ont-ils utilisés? Quelle technique? Quand on voit avec quoi ils ont travaillé, c'était avec des pioches, des pelles, rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Une dernière photo du percement de la vue de l'Opéra. Une fois n'est pas coutume. Des briques, des gravats, un bâtiment pour lequel on se demande bien ce qui a pu se passer. Nos contrôleurs, eux, sont bien là, à poser fermement. J'y comprends vraiment plus rien. Moi qui m'attendais à trouver quantité de photos, avec des immeubles construits à un quart, demi, trois quarts, avoir plusieurs étapes de construction, avoir des milliers d'ouvriers s'affairer autour de ces immeubles. Et qu'est-ce que j'ai à la place? Un dépotoir, une déchetterie, des hommes qui ont l'air perdus. Le pire, c'est que maintenant, je me contenterai même de photos où on voit au moins comment ils faisaient pour détruire les immeubles. Au moins les techniques qu'ils utilisaient à l'époque pour pouvoir faire tomber ces immeubles immenses. Mais même les preuves de la destruction, on ne les a pas. Je vais commencer à donner mon avis. Je pense que les habitants de 1850 n'ont jamais percé l'avenue de l'Opéra. Pour pouvoir corroborer leur histoire aux habitants modernes, ils ont utilisé des montages. Par exemple celle-ci. En arrière-plan, l'Opéra. Et il y a tout simplement un montage avec le premier plan. Je sais, ça paraît gros, mais face à l'absence de preuves, je commence à croire que cette histoire a été inventée de A à Z. Et donc évidemment, pour moi il est de même de celle-ci. C'est une superposition, un montage. En arrière-plan l'Opéra, et devant, les immeubles en ruine. Résultat, j'ai décidé de me tourner vers les représentations, les dessins. Je me suis dit que j'aurais plus de chance après cette recherche infructueuse. Mais quelle déception, rien de spécial. Les mêmes représentations que les photos, des chevaux, des hommes, des bâtiments en ruine. Où sont les constructions de ces milliers de bâtiments, de tous ces immeubles? 17 ans de travaux, et pourtant quasiment aucune preuve de cet exploit jamais réalisé. Alors je décide de retourner vers la page Wikipédia officielle, afin de trouver des éléments qui pourraient me donner plus d'informations. J'ai adoré cette représentation. Travaux nocturnes des constructions de la rue de Rivoli en 1854, éclairés par des projecteurs à gaz. Ça c'est sûr, on est obligé d'inventer ce genre de fable, où ils travaillaient même la nuit, sans outils, pour que ça puisse rentrer dans les 15 ans de construction, 15 ans pour construire les 3/4 de Paris. Ensuite, on y trouve tout un descriptif des différents boulevards, couronnes, places qui ont été construites. Parce que forcément, pour créer des dizaines de milliers d'immeubles, ça induit tout un tas de routes, d'arrondissements, d'avenues, de places et autres. Tout un tas de carrefours différents. On revoit ici l'Opéra Garnier. Et là, je tombe là-dessus, les gares. Quoi? Haussmann a fait construire la gare de Lyon en 1855, au tout début des travaux? Il a fait construire ça? Regardez la taille de la gare. Le pire, c'est qu'il ne s'est pas contenté de la gare. Il a fait un bâtiment sublime, avec une espèce de Big Ben géant, somptueux. On veut aussi nous faire gober ça? Avec des pioches, des pelles. Oh et tiens, et si on faisait aussi une deuxième gare, la gare du Nord, en 1865? Réellement. Quelle beauté, tous ces détails, ces statues immenses. Quelle finesse dans les statues. Admirons la taille des colonnes. Regardez la taille des gens et regardez la taille des colonnes. Et l'intérieur, gigantesque. Donc ce que nous dit l'histoire officielle, c'est que cette gare de taille surdimensionnée, mais surtout tout autour, regardez le quartier, les bâtiments. Peut-on croire que avant 1850, tout ceci n'existait pas? Aucun des immeubles, aucune des voies, tout ceci a été construit en plus de tout ce qu'on a déjà vu. Rien, il n'y avait rien. Et moi qui pensais ne pas pouvoir aller plus loin dans la mascarade, la partie monument. Napoléon III Haussmann ponctue la ville de réalisation de prestige, l'Opéra Garnier qu'on a vu. Et aussi, il conçoit 2 théâtres symétriques sur la place du Châtelet. 2 théâtres symétriques. Pourquoi pas en faire 2 quand on peut en faire un? Admirez l'intérieur. Un pur génie architectural. Aujourd'hui, combien de temps cela prendrait-il? Avec nos technologies au laser,
nos ordinateurs, nos logiciels. Est-ce qu'un ingénieur peut prétendre le faire avec aucune technologie, avec les connaissances de l'époque primitive? Je vais même vous passer le passage sur Haussmann qui confie la réalisation d'un nouveau système d'alimentation en eau de la capitale, qui aboutira à la construction de 600 km d'aqueducs. Après tout, on n'est plus à ça près. Dans la partie monument, j'ai failli presque passer à côté de ça. Chacun des 20 nouveaux arrondissements reçoit sa mairie. Une toute petite phrase, pour un détail, hein. Allons voir à quoi elle ressemble. Et on commence par la mairie du premier arrondissement. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette façade, tout droit extraite d'une cathédrale. Tous ces détails, magnifiques. Ça, c'est la mairie. Celle du 2e arrondissement. Voici celle du 3e. Le 4e arrondissement de Paris. Et voici celle du 5e arrondissement. Qui aurait l'idée de faire des colonnes de cette taille? Voici la mairie du 6e, du 7e, mairie du Palais Bourbon, celle du 9e arrondissement qui ressemble à Matignon. Et que dire de la mairie du 10e arrondissement de Paris? Admirez, avec son toit de style gothique, d'une grande finesse, tous les détails, mais surtout le toit. J'attire votre attention sur tous les pics, et notamment cette partie qui ressemble plus à la pointe d'une église. Dans la recherche historique alternative, on a l'habitude de dire que ceci avait une autre utilité que décorative. On dit que ce n'était pas de simples clochers, mais qu'ils servaient de source d'énergie pour les bâtisseurs de génie qui les ont conçus. Mairie du 11e, même configuration, bâtiment énorme, et ce, entre guillemets, clocher sur le dessus. Celle du 12e arrondissement, sublime bâtiment, et sur le dessus, toujours pareil. Mairie du 13e, quasi identique, le clocher sur le dessus. Celle du 14e arrondissement de Paris, même chose, clocher en plein milieu. Mairie du 14e, admirez la similitude. Celle du 15e, identique. Celle du 16e arrondissement. Et voici la mairie du 17e arrondissement, même type de construction. Mais cette photo est la seule et unique en noir et blanc. Vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'on a eu la grandiose idée de la détruire et de faire ça à la place. Vraiment. Voilà par quoi on l'a remplacée. Voilà de quoi notre civilisation, plus de 100 ans après, est capable de faire. Regardez la laideur de cette construction. Regardez le manque de goût, de finesse, de qualité de conception. Voilà ce que nous sommes capables de faire des décennies après. Et retour vers la grâce, mairie du 18e arrondissement. Voilà l'ancien monde, voilà les anciens bâtisseurs. Admirez. Et pour finir, la mairie du 19e, qui ne déroge pas à la règle. Et enfin, la mairie du 20e, avec cette partie comme empruntée à une cathédrale. Et dire que j'ai failli passer à côté. Une toute petite phrase, discrète, pas même un paragraphe, pour ces réalisations d'exception. Et pour finir, dans le summum du ridicule, le domaine religieux. Le coût du spectacle, avec l'avènement de 4 différentes églises durant la période des travaux haussmanniens. On commence par l'église Sainte-Eugène-Sainte-Cécile. Une vue de l'arrière de cette église qui semble être vieille de plusieurs centaines d'années. Un petit tour sur la page Wikipédia pour continuer dans l'absurde. Et là, début des constructions 1850, fin des travaux 1855. La construction a été effectuée en 20 mois. Jusqu'où on peut aller dans la farce? Comment peuvent-ils nous donner une telle narration? Une vue de l'intérieur, petite église quelconque, avec ses vitraux magnifiques, son orgue. Quand on voit avec quoi ils ont travaillé... Mais continuons avec l'église Saint-Ambroise, construite de 1863 à 1868. À croire qu'ils ont eu un coup de mou cette fois. Peut-être obligés de rajouter des années, au vu de la taille des tours sur le côté et de la beauté de ses dimensions. Mais sur la page Wikipédia, qui je retrouve? Charles Marville, pour une photo en 1868 ou 1870, on n'en est pas sûr. Ce qui m'a frappé, c'est la beauté de l'architecture, les détails splendides de ces deux tours, la symétrie quasi parfaite. Mais le plus choquant pour moi, c'est ce que l'on trouve en bas de cette photo. Admirez le travail de notre civilisation. Pensez-vous vraiment que le baron Haussmann, méticuleux comme on nous le dit, à cheval sur tous les détails, laisserait autour de l'une de ces réalisations une barrière quelconque? Regardez en bas à droite le travail primitif de nos ancêtres, ce qu'on pourrait imaginer qu'ils soient capables de construire. Mais c'est pas fini. Maintenant, l'église de la Sainte Trinité, construite en 6 années. Admirez cette merveille. Admirez la complexité de l'architecture. Et vous savez qui est l'auteur de cette photo? Je vous le donne en 1000. Charles Marville. Quel dommage une nouvelle fois qu'il n'ait eu l'idée de faire ne serait-ce qu'un cliché à 1/3 ou aux 2/3, voire même au début de la construction. Mais non. Toujours pareil. Nous retrouvons les photos une fois l'œuvre complètement édifiée. Admirez sur les côtés
les immeubles haussmanniens, enfin, soi-disant haussmanniens, la perfection de l'alignement, la symétrie, quel talent avaient les bâtisseurs de l'ancien monde. Et enfin, pour finir, l'église Saint-Augustin. Celle-ci, construite en 11 années, nous dit-on. Il est à noter que malgré des millions d'euros dépensés pour sa rénovation, l'église reste néanmoins dans un état désastreux. Je comprends pas bien. On nous dit qu'il y a des églises qui ont presque un millénaire et qui sont encore en bon état, et celle-ci qui a à peine 150 ans est presque en ruine. Mais à l'époque, une réelle beauté. Au milieu d'un quartier qui, j'insiste, avant 1850, était censé ne même pas exister. Un intérieur grandiose, rempli de détails. J'ai trouvé cette photo sur un site de Charles Marville. On nous dit que ceci est une photo de construction. Mais quelle construction? Regardons autour. Des barrières en bois primitives, des charrettes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les vitraux ne sont pas là. C'est ça qu'ils veulent dire par construction? Une rénovation? Admirez ce dôme avec le dessus, mais vont commencer à comprendre que ceci n'a rien de décoratif, mais avait une utilité. Derrière, les immeubles haussmanniens, bien construits. Et dire qu'on peut nous vendre ça comme une photo de construction. Admirez les technologies de l'époque. Et regardez sur quoi je suis tombé. Charles Marville, 1867, l'église Saint-Augustin. Je vous rappelle que les travaux étaient terminés en 1871 d'après l'histoire officielle. Et ce photographe nous fait une photo de ça, une rue sans intérêt, alors qu'au bout de la rue, un chantier incroyable d'un des plus beaux monuments de la ville est en cours. Je crois que je commence à comprendre. Charles Marville n'était pas au courant que l'église était en construction. Je crois que par construction, ils entendent remise en état, aménagement, mais en aucun cas construction. Paris a sûrement été rénové, remis en ordre, réaménagé, mais tout ce qu'on a vu depuis le début de la vidéo était déjà présent à l'époque où le photographe a pris ses photos. Pour en témoigner, regardons les clichés pris par Charles Marville durant les prétendus travaux colossaux de la période haussmannienne. La tour Saint-Jacques, en 1867. Cette tour est censée dater de 1500. Plus c'est vieux, plus c'est beau, plus c'est incroyable, plus c'est grand. Mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Mais sinon, que voit-on ? Toujours pareil, des roues boueuses, quelques Parisiens, 1860 encore, comme s'il ne s'était rien passé. Quel est l'intérêt de prendre des photos où on ne voit rien de spécial? Et vous voulez savoir ce qui m'a achevé? C'est ça. Alors que le tout Paris est sans dessus-dessous, Charles Marville décide de faire un album sur le mobilier de Paris. Pourquoi, pour le photographe officiel de Paris, se détourner de ces travaux titanesques? Comment expliquer un tel désintérêt de cette personne pour des travaux qu'on nous décrit comme historiques? Je n'ai trouvé qu'une seule solution, qu'une seule réponse. Tout simplement parce qu'il ne s'y passait rien ou presque. Le Paris de la deuxième moitié du 19e siècle était déjà bâti. Et j'en veux pour preuve ultime cette photo. Sur ce cliché, au-delà du lampadaire quelconque que l'on voit, qu'y a-t-il derrière? L'Arc de Triomphe. Pour que vous compreniez le contexte, alors que Charles Marville est occupé à immortaliser ce lampadaire, ceci est en cours de construction. Je crois que vous voyez où je veux en venir. Cette histoire ne tient absolument pas debout. Il y a de toute évidence un mensonge derrière toute cette période. Dire exactement pourquoi et à quel niveau le mensonge se trouve est difficile, mais on ne me fera pas croire une seconde qu'en 1850, tout ceci a été construit à partir de rien. Même aujourd'hui, avec nos technologies actuelles, nos ressources, nos équipements, on ne concevrait même pas réaliser un faible pourcentage de tous ces immeubles. Surtout, admirer la précision et l'organisation de tous ces quartiers. Ceci est pour moi le travail d'une civilisation bien plus avancée, qu'on veut nous cacher par une histoire à dormir debout. Comment peut-il nous faire croire que nos ancêtres, sous-développés et disposant de technologies archaïques et subissant plusieurs épidémies, notamment de choléra, qui ont ravagé la ville et tué de nombreux habitants, comment ces gens auraient-ils pu concevoir, planifier et accomplir de tels travaux? Et que dire des incohérences du récit de cet empire? On nous dit qu'il sortait d'un conflit contre la Russie en Crimée, qu'il se lançait dans une guerre de 4 ans en Chine, qu'il souhaitait intervenir pendant 4 années au Sud-Vietnam, participer à la campagne d'Italie, intervenir au Mexique, faire une expédition en Corée, et bien évidemment de la guerre franco-allemande qui a ruiné totalement l'empire. Que d'incohérences dans tous ces récits historiques. S'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que nous ne savons pas la vérité sur nos origines. Mais faisons un petit retour sur toute cette histoire. On nous dit 20 000 maisons détruites, 30 à 40 000 immeubles construits, une flopée de bâtiments administratifs divers, des centaines de kilomètres de voiries, 2400 kilomètres d'égouts modernes, 2 nouvelles gares, 2 théâtres, un opéra et 4 églises. Je vous ai tout de même épargné les parcs, squares et jardins de la ville. J'ai toujours des centaines de questions, mais j'ai tout de même acquis la conviction qu'un passé existe durant lequel l'humanité était bien différente. Ce passé, on veut nous le cacher, car sûrement cela changerait notre façon de voir le présent. Une nouvelle génération de chercheurs se développe et ensemble, peut-être que nous réussirons à sortir du mensonge dans lequel on a voulu nous enfermer. Tant reste encore à découvrir. Non.
regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé